Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. J'ai les lèvres botoxées de Nabila, j'ai 5 points de suture, je me suis pris ma planche dans la figure, donc c'est normal si j'ai l'air un peu bizarre. Bref, cette semaine, il s'est passé quelque chose de vraiment assez extraordinaire à l'échelle de 2 ou 3 décennies, on va dire, sur le marché obligataire, puisque en Europe, ça y est, on est en train d'accueillir l'inflation, on est en train de partir sur une remontée des taux, ce qui est en train d'impacter le marché obligataire, ce qui est aussi en train d'impacter du coup toutes les valeurs de croissance, les valeurs tech qui ont explosé à la hausse pendant des années. Vous savez, le principe, il est simple. Une valeur de croissance, qu'est-ce qu'elle fait? Elle emprunte de l'argent pas cher. Donc, si les taux d'intérêt sont très bas, elle peut emprunter beaucoup, elle réinvestit, elle crée de la croissance comme ça. Si les taux d'intérêt augmentent, elle peut emprunter beaucoup moins d'argent qu'avant. Et pire, elle va devoir rembourser plus, puisque ça lui coûte plus cher. Du coup, ses marges vont s'abaisser. Du coup, l'entreprise, quand on fait des projections sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, plus les taux d'intérêt montent et plus les marges de cette entreprise et sa capacité à faire de la croissance baissent. Donc là, on sort d'un cycle où l'argent était à zéro, où l'argent on le donnait, où les entreprises qui étaient très bien gérées, donc notamment beaucoup de valeurs technologiques qui empruntaient comme des folles et réinvestissaient et créaient de la croissance, eh bien elles trouvaient la faveur des institutionnels, des gros fonds d'investissement. Ces gros fonds ont investi comme ça semaine après semaine, mois après mois, pendant des années dans ces valeurs. Et bien là, la fête, elle est terminée, puisque aux États-Unis, on est reparti dans une augmentation des taux d'intérêt. Maintenant, c'est en Europe. Donc, on est en train d'assister à une grosse rotation sectorielle. Donc, tous ces institutionnels qui, pendant des années, ont investi sur ces classes d'actifs, sur ces valeurs de croissance, sont en train d'aller chercher une autre classe d'actifs dont je vais vous parler dans cette vidéo et sur laquelle la classe d'actifs, elle, va profiter d'une augmentation notamment des prix du cours des énergies. Donc la même entreprise, je sais pas moi, elle vend du pétrole, donc elle extrait son pétrole ou elle extrait, je sais pas moi, ses métaux précieux. Elle a chaque mois sa rentabilité, donc elle extrait, elle a un coût, son coût d'extraction est le même. Que le prix du pétrole soit très haut ou très bas, son coût d'extraction, grosso modo, pour schématiser, est le même. Si le prix du pétrole augmente, elle va pouvoir revendre beaucoup plus cher. Pour autant, son coût d'extraction n'aura pas changé. Du coup, cette entreprise va devenir une machine à cash, tout simplement parce que ce qu'elle revend, elle le revend plus cher parce qu'au prix du marché, c'est plus cher. Donc du coup, qu'est-ce qui va se passer? Tous ces institutionnels qui voient dans les valeurs de croissance sur 5 ans, 10 ans, 15 ans, que des profits qui vont baisser parce que les taux d'intérêt vont augmenter et des entreprises qui vont avoir du mal à maintenir cette croissance. Donc elles voient ça, ils voient ça ces fonds institutionnels, ils retirent l'argent et ils disent maintenant qu'est-ce qui va me rapporter de l'argent dans 5 ans ou dans 10 ans? Où sont les entreprises qui vont générer du cash? C'est les entreprises qui sont backées sur le prix des matières premières, des métaux précieux, qui ont des coûts connus d'extraction. Et d'ailleurs, toutes les autres entreprises, tous les autres entrepreneurs qui vont commencer à profiter de ce cycle et qui vont créer des produits, des services en rapport avec ce secteur qui va monter en termes de prix. Le pétrole est en train d'exploser à la hausse. Si toutes les matières premières sont en train d'exploser à la hausse, eh bien toutes les entreprises qui ont été complètement délaissées au cours de ces dernières années vont commencer à augmenter leurs bénéfices, leurs marges, vont intéresser de plus en plus les institutionnels. Du coup, l'argent va s'investir sur ce genre de secteur. Surtout que forcément, ça fait 10 ans, 15 ans que les institutionnels, ils bourrinent comme des tarés sur les valeurs de croissance. Donc, les niveaux de valorisation des valeurs de croissance sont à des niveaux stratosphériques. On est sur des 25, 30, 35 de PER, alors que les valeurs énergétiques, elles ont été complètement délaissées pendant les 5-10 dernières années. Elles sont à des valorisations qui sont extrêmement faibles. Donc, du coup, les institutionnels, ils sont en train de se dire, on a des entreprises qui valent rien, qui cotent, je sais pas moi, 8-10 fois leurs bénéfices, qui sont en train d'exploser leurs marges bénéficiaires parce que les cours du pétrole ou des énergies ou des matières premières augmentent. Où est-ce que j'investis mon argent? Je l'investis là. Et on est en train d'assister à ça. Donc, cette énorme rotation sectorielle, on le voit sur les obligations.
voilà, les obligations sont en train de baisser parce que les taux d'intérêt montent. Les taux d'intérêt montent, l'impact se fait sur les valeurs de croissance qui sur 5, 10, 15 ans vont du coup avoir beaucoup plus de peine à faire de la croissance et vont avoir des marges bénéficiaires beaucoup plus faibles. Et on a toutes ces valeurs technologiques, ces valeurs en réalité qui sont liées aux ressources naturelles qui sont en train d'exploser à la hausse parce que le prix des matières premières est en train de s'apprécier. Donc voilà le nouveau paradigme qui est en train de se présenter à nous en 2022. C'est un espèce de mécanisme qui est extrêmement logique au final, hein. Tout s'emboîte, hein. Christine Lagarde, Powell, on remonte les taux, le marché obligataire qui baisse, les valeurs de croissance qui vont avoir beaucoup plus de mal. Ça ne veut pas dire que toutes les valeurs de croissance vont galérer, mais ça veut dire que 80% des valeurs de croissance qui ont vécu vraiment un âge d'or où tout était simple vont vraiment galérer. Et après les 20% qui sont des cash machines qui n'ont pas besoin de s'endetter quels que soient les taux d'intérêt, elles ne vont pas subir de plein fouet cette hausse des taux d'intérêt, donc hausse qui va être liée notamment au marché inflationniste. Donc voilà, bon, je ne vais pas en parler plus, j'attaque directement cette vidéo parce qu'elle va être suffisamment longue, mais voilà, j'attaque. Analyse du Bitcoin, donc c'est très positif là ce qui vient de se passer vendredi, donc hier. Alors je vous resitue, hein, en mensuel, les deux scénarios dont je vous parle depuis la semaine dernière. On arrive sur une zone de support, donc on a le rebond là qu'on est en train d'activer depuis hier qui devrait se mettre en place, et quand on aura rejoint à peu près la mi-distance, c'est là où les choses vont se jouer. Soit ça va stabiliser, on repart par le bas, boum, Dead Cat Bounce, soit on va chercher le haut et on peut éventuellement repartir sur un nouveau cycle. Ça voudra dire que tout ce qu'on a vécu là depuis le haut du mois d'avril 2021 jusqu'à un nouveau plus haut, ça aura été tout simplement entre guillemets un pseudo bear market, une énorme purge, et que si la volatilité se tasse, la volatilité c'est vraiment extrêmement important. Il faut que les cours diminuent leur ampleur pour que le consensus autour d'un prix qui soit à peu près entre deux bornes soit accepté par tous, et qu'ensuite il y ait des nouvelles surprises, donc à la hausse, pour qu'on relance un nouveau cycle avec des nouvelles attentes réévaluées sans cesse à la hausse pendant plusieurs mois. Si on n'a pas cette stabilisation du prix du consensus entre deux bandes qui reste relativement serré, hein, compte tenu de l'évolution de l'actif, là actuellement on est dans des bandes qui ne sont pas serrées, on a 50%. Un consensus sur un prix, c'est pas ah tiens aujourd'hui ça vaut 100$, demain ça vaut 200 et après-demain ça vaut 50. On n'est pas sur du, on n'est pas sur du plus 100, moins 100, moins 50, etc. Non, consensus de prix, c'est vraiment une petite partie de ping-pong serré. Tant qu'on n'aura pas eu cette petite partie de ping-pong serré, ce sera simplement du bruit de marché. Là, pour le moment, on est sur du bruit de marché, on est sur des réactions sur des supports, des résistances, mais on n'a pas vraiment de nouveaux cycles. Donc là, les deux scénarios sont extrêmement importants. Gardez-les à l'esprit pendant les prochaines semaines pour que ça vous évite de faire des bêtises en pensant que voilà, ça y est, on est dans le nouveau bull. Non, on est dans le bear market. Donc, il y a des structures qui se mettent en place, des structures comportementales qui sont liées justement à des consensus de prix, à de la volatilité. Et une fois qu'on casse le consensus de marché, on a une nouvelle explosion de la volate qui se met en place. Donc, en hebdomadaire, la partie de ping-pong se fait toujours entre le bas et le haut. Comme expliqué, là, on est sur la zone basse. On peut s'attendre à un rebond quand on aura cassé cette vague baissière. Je vous l'ai montré juste avant. Donc, mon teasing, je vous ai spoilé l'histoire. Bref, on a ce biseau descendant qui a été cassé par le haut. On a aussi ici ce petit pivot là qui a été cassé par le haut. Donc là, on a un signal comme quoi les vendeurs, tout simplement, ils sont en train de faiblir. En même temps, voilà, tous ceux qui étaient vendeurs là, ils sont bien gavés. Les acheteurs sont en train de reprendre la main et on peut assister à un nouveau rebond qui sera probablement de l'ordre de, depuis le niveau actuel, de l'ordre de, voilà, on a une résistance ici, de l'ordre de 30%. Hop. Alors, je vais vous tracer la zone de résistance. Allez, on va la mettre en rouge. Voilà. Donc, on a un rebond de l'ordre de 30% qui peut se mettre en place. C'est pas parce qu'on a un rebond de 30% qu'on a un bull market. Encore une fois, ça reste du bruit. C'est simplement on est en train de rejoindre le potentiel
centre, hein, vous voyez, là c'est la table de ping-pong, là c'est le filet, on va aller chercher le filet, voilà, c'est tout ce qu'on est en train de faire actuellement, on n'a pas de visibilité au-delà du filet là, au-delà de cette zone là, on n'a pas de visibilité. Donc affaire à suivre, en tout cas le rebond est activé vers la zone de filet. Allez, avant d'aller plus loin dans cette vidéo et vous parler du grand crack obligataire ou de la simple correction du marché obligataire, je voulais simplement vous rappeler une réalité de ce qu'est la spéculation, le trading. Il y a Patrick, que je salue au passage, qui nous avait publié son track record dans le forum. Et dans ce track record, vous avez la réalité de ce qu'est la spéculation. La spéculation, ce n'est certainement pas gagner à tous les coups et il y a des pertes et la plupart des trades ne vont nulle part. Donc là, vous voyez, donc bon, là on voit la courbe de performance en verte, ça monte, c'est très bien. Là, ce que je veux partager avec vous, le zoom que je veux faire avec vous, c'est sur les petites colonnes bleues. Donc ça, c'est la taille des gains ou des pertes qui ont été enregistrées sur un track record qui est extrêmement basique. Hein. C'est vraiment, voilà, quand on maîtrise son écosystème, qu'on sait prendre les opportunités, qu'on sait couper ses positions, qu'on sait les porter quand tout va bien, c'est exactement le genre de distribution des gains, des pertes et des trades flats auquel vous devez vous attendre. Il n'y a pas de système magique, il n'y a rien de magique en fait dans tout ça. Vous voyez que là, en réalité, toute la performance de ces trades, c'est concentré sur 1, 2, 3, 4, 5, 6 trades gagnants. On va dire que c'est ces 6 trades-là qui ont réalisé 80% de la performance du portefeuille. Donc vous voyez, 6 trades sur 33 trades au total, c'est pas grand chose. Pourtant, il faut prendre les 33 trades pour trouver les 6 trades. On peut pas, il y a une espèce de distribution des gains, on prend les meilleures opportunités. Elles se ressemblent toutes hein, à la base quand on les prend. C'est très compliqué quand on les sélectionne bien, c'est très compliqué de faire la différence. Elles ont toutes la même tête, mais après quand on laisse le temps au temps, bah, certaines vont se révéler et d'autres ne vont pas se révéler. Donc vous voyez combien il y a eu de trades qui sont allés nulle part, qui sont clôturés flat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a eu une dizaine de trades qui sont allés nulle part. Donc, soit un tout petit gain rikiki, soit un trade flat. Combien on a eu de pertes maintenant? On en a eu 1, 2, il y a eu 2 pertes sur ce track record. Donc 2 trades, 2 pertes qui ont été exécutées sur les stop loss. Alors il y a des stratégies de coupe qui sont arrangées, si vous suivez l'école, vous savez de quoi je parle. C'est de manière à ne pas se faire manipuler par les marchés, on arrive à transformer les trades perdants en trades neutres, flat. C'est pour ça qu'on a si peu de pertes sur les track records qui sont menés pendant des conditions de marché habituelles. C'est-à-dire, on ne trade pas en marché baissier. Quand on est en marché en range, on ne trade pas pendant les phases de descente du range. On peut trader quand on arrive sur le niveau de support des indices et qu'on a des nouvelles patterns qui se mettent en place. Là, on peut se remettre à trader. Quand on est dans ce genre de cas de figure, on trade en mode défensif. Quand on est dans un bull market avéré, on peut trader en mode agressif avec un money management qui est un petit peu plus guerrier. Mais la réalité, c'est ça. C'est qu'il y a très peu de trades qui vont vous générer cette performance. Et à chaque fois qu'on rentre en position, on a beaucoup d'espoir. Mais on se dit, ouais, le contexte est génial, j'ai un bon risque-reward. Les indices sont bien orientés, l'action est belle, on a les publications de résultats qui sont apparues sur le breakout, c'est super et tout. Mais la réalité, c'est que on ne sait pas du tout si à la fin de la fin, ce sera un trade perdant, flat ou en gain. Et encore pire, on sait, d'après nos stats, d'après les stats de la distribution des gains boursiers, qu'on n'aura qu'une petite partie, on aura 30% de nos trades, de nos transactions qui vont réellement nous rapporter toute la performance annuelle. Donc voilà, c'était un petit rappel pour tous ceux qui galèrent un peu en trading parce que voilà, ils sont dans une séquence où ils ont que des trades flat ou des trades avec très peu de gains ou des trades avec des petites pertes et qu'il n'y a pas les 2 ou 3 trades gagnants qui arrivent. Ça va arriver. C'est des cycles. Il y a des cycles où on enchaîne les trades gagnants. Il y a des cycles où on enchaîne les trades flat. Il y a des cycles où on enchaîne les petites pertes. Il y a des cycles où ça se distribue. Mais la réalité, c'est que sur 100, 200 ou 300 trades, les stats restent toujours les mêmes. C'est la distribution des gains boursiers, la distribution du capitalisme. Donc vraiment, il faut embrasser cette réalité. Donc si vous voulez apprendre à faire tout ça, si vous vous sentez prêt à accueillir cette réalité,
Je vous rappelle que mon Fast Track, le Fast Track c'est mon école de bourse mais que je mène sur 4 à 5 mois, donc en mode accéléré. Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à demain soir, dimanche soir, après c'est fermé pour un an. Donc si vous voulez me rejoindre, donc la team et moi, rejoindre les autres élèves qui sont inscrits dans le Fast Track, qu'on suive ensemble ce genre d'opportunités et qu'on suive en privé, hein, soir après soir, semaine après semaine, ce qui se passe sur les marchés, eh bien vous avez encore la possibilité de vous inscrire. Le lien est en description. Gros fait marquant cette semaine, énorme fait marquant qui devrait impacter le marché obligataire européen pendant plusieurs trimestres, voire plusieurs années. Ça s'est passé cette semaine. Donc on a la politique de la Banque Centrale Européenne qui est en train de partir du principe qu'effectivement, on a de l'inflation et il va effectivement peut-être falloir remonter les taux d'intérêt, chose qui est déjà actée sur le marché américain puisque pour elle s'est remis droit dans ses bottes au mois de décembre. Donc là, Christine Lagarde l'a fait cette semaine. Du coup, voilà, le marché obligataire européen est en train d'ajuster sa dynamique. Alors là, vous avez le bond. Donc le bond, c'est l'eurobond représentatif du marché allemand, du marché européen. Vous voyez, depuis, on est sur du trimestre. Hein. Depuis 1993, voilà, gros bull market. Et vous voyez que là, en trimestriel, le premier trimestre qui a débuté début janvier de l'année 2022, on a une baisse là qui s'est enclenchée. En réalité, elle s'est enclenchée cette semaine. Alors, cette semaine, regardez, on a un support ici qui a été cassé, un gros support hebdomadaire. Donc c'est un support qui tenait toute cette latéralisation. Elle était en place depuis l'été 2019. Donc là, on s'attendait soit une sortie par le haut, soit une sortie par le bas. Là, on commence à savoir exactement où on va puisque augmentation des taux d'intérêt signifie baisse, donc la contrepartie, c'est une baisse de la valeur nominale des obligations. Donc, c'est des obligations qui vont être rémunérées plus, mais du coup, en contrepartie, elles vont être payées, elles vont être pricées moins cher sur le marché européen. Donc voilà, ça c'est cette semaine. On a eu cette cassure ici, donc grosse cassure nette. Voilà, elle est claire, elle est nette et elle devrait donner le tempo pour les prochains mois. Donc je vais vous passer ça en mensuel. Vous voyez que là, les bandes de Bollinger en mensuel, elles s'étaient bien stabilisées. Le mois dernier, donc mois de janvier, il y a quelques jours, on a clôturé juste en dessous. Juste en dessous de la bande de Bollinger. Et là, ce mois-ci, on a tout simplement, cette semaine-ci, le mois de février, on a tout simplement validé ce break à la baisse. Donc là, on est censé entrer sur une baisse du marché obligataire, voilà, qui devrait être de l'ordre de 10% au cours des prochains mois, des prochains trimestres. Donc je vais vous passer ça en trimestriel. Donc vous voyez, le potentiel de baisse, on est déjà sur la M20 en trimestre. Donc potentiellement, on va aller chercher quand même relativement bas. On va aller chercher la bande de Bollinger inférieure. Est-ce que ça remet en cause pour le moment le marché haussier à très long terme des obligations européennes ou américaines? Non. Ça met simplement en avant que voilà, on a cassé en trimestriel, en hebdomadaire, en mensuel, en trimestriel, un pivot et que là on est dans une correction qui est activée. Donc cette correction devrait nous amener relativement bas, comme je vous l'ai dit. On a quelque chose de l'ordre de 9-10% qui devrait s'enclencher au cours des prochains trimestres, voire des prochaines années, sans que ça remette en question pour le moment le marché haussier sur les obligations. Je vous rappelle que les cycles sur les obligations sont des cycles qui sont extrêmement longs dans le temps, bien plus longs que sur le marché action et encore plus longs que sur le marché des cryptos. Il faut vraiment quand vous analysez un actif, une classe d'actifs, que vous regardiez la dynamique des cycles. Est-ce que ce sont des cycles qui se font à la semaine, au mois, au trimestre, en année? Et le marché obligataire est un marché qui est beaucoup moins volatile que le marché des actions. Il est beaucoup plus lourd, il y a beaucoup plus de liquidités, d'argent qui sont engagés dessus. Les tendances sont beaucoup plus séculaires. Donc tout simplement, il faut, avant de se dire ça y est, c'est le crack, c'est le bear market sur le marché obligataire, il faut savoir de quoi on parle. Est-ce que c'est une correction ou est-ce que c'est vraiment une fin de marché haussier? Pour le moment, on est sur un état correctif. Donc, on peut aller voir ce qui se passe du côté du marché américain.
Donc voilà, je vous ai chargé le TLT, c'est l'ETF qui permet de répliquer les obligations américaines de plus de 20 ans. Avant, on était sur de l'eurobond, c'est pareil, c'est des obligations d'État européennes qui étaient sur le long terme, hein. Donc plus c'est long, plus il y a de volatilité, plus la rémunération des coupons, donc des dividendes entre guillemets, est importante. Donc là, il n'y a pas les dividendes, donc les coupons qui sont réinvestis. Donc si c'était réinvesti, on aurait tout simplement une courbe qui serait bien plus haussière et bien plus orientée, enfin bien plus smooth que là. En tout cas là, ça nous donne la dynamique à voir. Donc là, on est en mensuel. Donc encore une fois là, on a un petit support ici, hein, qui a été cassé. Donc au mois de janvier, il y a 4 jours, on était encore au-dessus du support. Là, on est parti sur le mois de février, on est en train de le casser. Si on va sur de l'hebdomadaire, hop, l'hebdomadaire, donc on a cassé cette semaine. Donc là, potentiellement, sur le marché américain, hein, il y a une contagion qui est en train de se mettre en place. Ce qui se passe sur le marché européen est en train de lancer la dynamique baissière sur le marché américain. Donc là, c'est pareil, hein, on a potentiellement une correction baissière qui peut s'accélérer au cours des prochaines semaines, des prochains mois. Après, je vous le rappelle, hein, on reste là, hein, sur quand même un bull market à long terme, hein, sur le marché obligataire américain. Donc là, on peut avoir une correction, on peut avoir entre guillemets un petit crack à court terme. Certains vont dire ça y est, c'est le grand crack, c'est la grande débandade. Oui, on est dans une séquence corrective, exactement comme on l'a eu ici, hein. Mais pour autant, on n'est toujours pas lancé dans le grand marché baissier, hein, que certains voient sur le marché obligataire. Donc voilà, affaire à suivre. La contagion, en fait, ce qui est en train de se passer sur le marché obligataire américain, peut-être européen puis américain, peut-être contaminer le marché des actions. Après, je vous rappelle que la base d'un portefeuille passif correctement diversifié, c'est d'avoir un peu d'obligataire, un peu d'actions, un peu de cash, un peu d'or. Du coup, qu'est-ce qui se passe si les actions baissent et que les obligations baissent? Très très probablement, l'or va se mettre à monter comme une folle furieuse et va surcompenser les baisses liées au marché obligataire, au marché action. Sachant que le marché obligataire est un marché qui est bien moins volatile que le marché des actions et le marché des actions est bien moins volatile que le marché de l'or. Donc l'or, quand il se met à décaler à la hausse, il peut prendre plusieurs dizaines, voire même centaines de pourcents en quelques mois. C'est impossible pour le marché obligataire, il est beaucoup trop lourd. Pour le marché des actions, il faut plusieurs trimestres, voire plusieurs années pour que ça arrive. Donc vous voyez, c'est pour ça d'ailleurs que sur l'or, hein, on a une pattern aussi explosive, hein, en mensuel, en hebdomadaire. On a quelque chose de vraiment explosif et on se rend bien compte que si ça commence à chauffer sur le fly to quality, donc le marché obligataire, c'est les investisseurs, quand ils voient que les actions, ça se met à chuter, ils revendent leurs actions, ils se placent sur le marché obligataire. Si maintenant ils se rendent compte que le marché obligataire, il est en train de chuter parce que les taux d'intérêt, enfin les banques centrales sont en train de remonter les taux d'intérêt, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont se mettre cash et ils vont acheter de l'or, tout simplement en se disant le système potentiellement est à risque, le système peut s'effondrer, donc le monde entier va se focaliser sur un tout petit marché qui est celui de l'or. Et le déséquilibre entre l'offre et la demande va faire que l'or a un potentiel extrêmement explosif si le marché obligataire et le marché action se mettent à dévisser ensemble. Donc voilà, pour pouvoir être serein dans sa tête. Il y a plusieurs possibilités. Soit vous avez un portefeuille qui est semi-passif, c'est-à-dire un portefeuille où vous allez intervenir une fois par mois et vous allez suivre les tendances sur les grandes classes d'actifs et vous allez arbitrer s'il y a des signaux. Donc en général, il y a peut-être 2 arbitrages par an. Ça va vous permettre de revendre vos obligations si elles partent en marché baissier, revendre vos actions si ça part en marché baissier et rentrer sur d'autres classes d'actifs qui, elles, vont compenser. Et l'autre possibilité, c'est tout simplement d'avoir un portefeuille passif, 100% passif, que vous rééquilibrez une fois par an et vous ne vous souciez de rien. Alors il va y avoir un peu de volatilité sur ce portefeuille, mais bien moins que sur le marché des actions ou que sur les portefeuilles habituels 50-50, actions-obligations. Et ça va vous permettre quand une classe d'actifs chute, l'autre va surcompenser par une hausse. Donc tout cela, si vous ne savez pas le faire, encore une fois, je vous rappelle que le fast track qui est
le programme de mon école en mode accéléré pendant 4-5 mois, il est ouvert et il ferme, les inscriptions ferment demain soir, donc dimanche soir à minuit. Donc si vous voulez rejoindre la communauté, on sera pas très nombreux là pendant cette petite session. On va trouver des trades spéculatifs ensemble sur des actions, peut-être sur des cryptos si ça se remet en place. Je vais aussi vous apprendre donc comment spéculer et comment mettre en place des portefeuilles, votre portefeuille, qui soit passif ou semi-passif pour pas vous faire avoir par peut-être la forte correction sur le marché obligataire, la forte correction sur le marché action et profiter de ce bull market potentiel sur le marché de l'or. Donc le lien est en description. Analyse du SP500, donc comme attendu la semaine précédente, on a été taper le support. On s'attendait à une réaction naturelle de la part des acheteurs pour venir rebondir. Donc on est en train de former potentiellement ce que je vous expliquais, une épaule, tête, épaule. Donc hop, on serait ici en train de former l'histoire. Et si on casse par le bas, on ira chercher beaucoup plus bas. Et on ira chercher donc en mensuel sur notamment le bas de la bande de Bollinger qui devrait remonter assez rapidement ou la moyenne mobile à 20 mois. Donc ça c'est pour le scénario entre guillemets pessimiste, le scénario où on a quand même énormément de montées depuis la crise Covid et on a besoin de respirer. Et franchement, je le répète, mais c'est un scénario que j'aimerais bien voir de manière à ce qu'on puisse repartir sur de bonnes bases pour un nouveau bull market derrière. Ça permettrait de vraiment assainir la situation. Après, l'autre histoire, c'est tout simplement que là, on ne fasse pas l'épaule tête-épaule, qu'on vienne rechercher le haut de la bande de Bollinger supérieure en hebdomadaire et qu'on forme une figure tout simplement de continuation de tendance et on repart sur un nouveau bull. Mais voilà, ce serait pas extrêmement sain de mon point de vue. En tout cas, voilà, pour le moment, le scénario privilégié, il est beaucoup plus correctif et on a besoin de corriger toute cette hausse. On a besoin d'assainir tout ça. Donc sur le Dow Jones, c'est pareil, on est toujours sur cet élargissement qui n'a pas été cassé encore par le bas, mais on voit que on est en train d'affaiblir, l'élargissement il s'affaiblit. Donc histoire à suivre, mais dès qu'en hebdomadaire on clôturera en dessous cet élargissement, on aura un potentiel signal d'accélération baissière si ça se produit. Si ça ne se produit pas, tout simplement, on est toujours dans la même situation de... Alors, je sais, là, on va me dire, oui, mais Cédric, tu es en train de dire, ça peut monter, ça peut descendre. Effectivement, c'est ça, c'est la bourse, ça peut monter, ça peut descendre. Ce qu'on est en train de faire chaque semaine, c'est l'analyse du sentiment de marché. L'idée, c'est pas de prendre des trades sur les indices, l'idée, c'est simplement, à partir du sentiment de marché, savoir si on est actif ou pas. Et quand on est actif, si on utilise un money management qui est agressif ou défensif. Là, actuellement, on peut rester actif si on trouve des opportunités. Par contre, il faut rester sur un money management qui est extrêmement défensif. Parce que vous le voyez, on n'est plus dans un bull market, on n'est plus en pleine vague impulsive. On est sur un gros séquençage on latéralise, on consolide et on peut même partir en correctif par le bas. Donc tant qu'on latéralise, on peut prendre des trades à la hausse avec un money management très défensif. À partir du moment où on repartira en bull market, là on pourra repasser sur un money management agressif, mais pour le moment c'est pas le cas. Donc le jeu du sentiment de marché, c'est pas de prévoir ce que vont faire les bourses, c'est simplement à partir d'un état, d'une image instantanée, savoir si on peut être actif, être offensif et agressif, ou si au contraire il faut rester totalement cash. Maintenant, sur le Nasdaq 100, le Nasdaq, il tire beaucoup plus la tronche que le SP500, il a besoin de beaucoup plus corriger. C'est normal, il a plus monté. Donc là, pareil, on a eu la réaction sur le support. On est en train d'aller chercher potentiellement de travailler la zone de résistance. Et là, on verra si on recasse ici, ça sentira le nouveau dégueulis, la nouvelle grande vague de baisse. Affaire à suivre. En tout cas, pour le moment, tous les supports sont sauvés sur tous les indices. Donc, pour le moment, il n'y a pas, entre guillemets, de panique baissière d'enclencher actuellement sur les actions et sur les bourses. Alors ces dernières années, on a vécu un super paradigme, celui des valeurs technologiques. On a eu des hausses extraordinaires sur le Nasdaq, des trades spéculatifs de folie. Et là, depuis quelques semaines, depuis quelques trimestres même, on a un secteur qui est en totale décorrélation avec celui du marché action habituel.
qui est en train d'accélérer son mouvement. C'est celui des énergies et notamment du pétrole. Donc là, vous avez le graphe du WTI qui est en trimestriel. Donc vous voyez qu'on a eu un gros marché baissier sur le pétrole jusqu'à avril 2020. Donc c'est là où même le pétrole côté négatif pendant le lockdown où tout était bloqué dans le monde entier. Et puis voilà, boum, on a rebondi comme une balle vers le haut du range. Donc vous voyez, on allait chercher la bande de Bollinger supérieure en trimestriel, la zone de résistance et on l'a cassé. On l'a cassé en l'espace d'un mois, le trimestre janvier, février, mars. C'est la barre que vous voyez. Là, on est en train de dégommer la zone de résistance et on est en train d'accélérer pour aller chercher très probablement des niveaux qu'on n'avait pas vus depuis l'ancienne bulle sur les commodities. Donc là, on est en fait en train d'assister à un bull market qui est en train de naître sur les valeurs pétrolières et les valeurs énergétiques, alors même que toutes les valeurs technologiques sont en train de se faire défoncer. Donc, ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer, c'est que les screeners sont en train de retourner semaine après semaine des potentielles opportunités sur des valeurs pétrolières. Alors, on a des valeurs bancaires aussi, mais on a surtout des valeurs pétrolières, des valeurs énergétiques. Donc, il va vraiment falloir se préparer, si vous ne l'êtes pas encore, à accueillir non plus des valeurs technologiques, comme c'était le cas avec du Netflix, avec du Spotify, avec du Zoom, avec du Snapchat, avec je ne sais pas quelle valeur vous avez tradé au cours des derniers trimestres et des dernières années, mais davantage des valeurs pétrolières, donc des exploratrices, tout un tas de valeurs que vous n'avez absolument aucune relation émotionnelle et personnelle dans votre vie de tous les jours parce que acheter la valeur Zoom ou Netflix parce qu'on l'utilise, on peut se dire ok, je connais l'entreprise, je suis pas certain de ce que je fais en bourse, mais comme je la connais, je sais que je l'utilise, que tout le monde l'utilise, j'ai confiance, j'achète. Bon bah maintenant Netflix est en train de se faire dérouiller. Par contre les valeurs pétrolières, il va falloir du coup être beaucoup plus sélectif, non pas basé sur votre connaissance dans le monde réel de ce qu'est l'entreprise, mais beaucoup plus basé sur ce qu'est votre connaissance dans la spéculation. Est-ce que les valeurs que vous allez être confrontés par vos screeners, est-ce que les patterns qui vous sont proposés sont de qualité extrêmement bonne, moyenne ou à mettre à la poubelle? Et c'est là où en réalité les bons traders vont pouvoir vraiment s'amuser parce qu'il va y avoir beaucoup de très bonnes patterns. Donc là on est sur du trimestriel, sur le graphe du pétrole. Là je vous ai passé maintenant ça en mensuel. Donc vous voyez, janvier on a cassé la résistance, février là ce mois-ci on est en train d'accélérer. Encore une fois, on a des potentiels haussiers de plus 22%, plus 56% sur le pétrole. Donc là on va avoir, je vais vous en présenter d'ailleurs. Donc voilà, typiquement, ce genre de mouvement qu'on est habitué à voir sur le marché des cryptos, on va commencer à l'avoir sur certaines pétrolières, sur toutes les petites exploratrices. Moi, je connais absolument pas ce domaine-là. Je vais commencer à me documenter, mais en réalité, de toute façon, on trade les charts, on trade les comportements. Voilà, un mouvement de plus 160% en l'espace de un mois avec des volumes qui arrivent, qui sont explosifs sur un breakout. Il va falloir se préparer à trader ce genre de choses. Et ce genre de choses, ça ne va plus arriver sur des valeurs technologiques au cours des prochains mois, ni sur peut-être sur les cryptos si on a un rebond. Mais voilà, le gros bull là qui va nous intéresser en 2022, ça va être un bull sur les valeurs énergétiques. Donc là, pour faire le pont, je vous présente ExxonMobil, qui est de mémoire l'une des très grosses détentions de Warren Buffett. On a eu un gros bear market sur le pétrole. On a eu une énorme purge de toutes les valeurs pétrolières et une fois que les valeurs pétrolières ont perdu entre moins 50, moins 80, moins 90%, tous les PER, toutes les valorisations sont au plus bas et on a une rotation qui, je vous l'expliquais, est en train de se faire et du coup les portefeuilles sont en train de se rééquilibrer sur ces entreprises. Donc là, même les très grandes entreprises, les gros mastodontes, les blue chips du secteur pétrolier commencent à avoir la cote et ont des potentiels d'accélération haussière qui sont quand même significatifs. Je veux dire, ExxonMobil, c'est un énorme mastodonte et là, en l'espace de quelques semaines, vous voyez, c'est quelque chose qui a pris 30% et qui peut aller chercher bien plus haut. Ça peut doubler, tripler en l'espace de quelques trimestres. Donc,
Que ce soit des petites valeurs pétrolières, énergétiques, complètement inconnues, des moyennes capitalisations, des très grosses capitalisations, on est vraiment dans un cycle là où on va avoir des gros décalages à la moyenne. Donc je vous encourage vraiment à lancer vos screeners si vous faites du post-breakout. Quand vous voyez des valeurs pétrolières qui sont en train de breaker à la hausse avec des patterns qui sont corrects, vous savez que vous êtes dans un secteur qui est très porteur. Et quand vous voyez une valeur technologique qui est en train de faire un breakout avec une pattern qui est moyenne, à peine passable, là vous savez que vous êtes sur un secteur qui actuellement est en forte correction, qui est lié au Nasdaq et qui est en train de se faire désaccumuler par les institutionnels, alors que les institutionnels sont en train d'accumuler des valeurs énergétiques. Donc voilà, ça c'est le ton qui est donné, je pense, pour le prochain trimestre. Au sein de l'école et au sein du Fast Track, je pense qu'on va avoir de plus en plus de valeurs pétrolières énergétiques qui vont sortir sur nos screeners et on va focaliser notre attention là-dessus. C'est là-dessus que l'argent va se faire, c'est là-dessus que les grosses baleines vont accumuler pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois des lignes dans leur portefeuille. Donc nous, on va simplement, comme un petit poisson, je le répète, mais on va se coller aux baleines en début d'accumulation et on va suivre les tendances comme cela est coutumier, a été coutumier notamment sur les valeurs technologiques au cours des dernières années. Donc je vous rappelle que si vous voulez apprendre à faire tout ça, à spéculer, le Fast Track qui est la version de mon école mais en mode accéléré sur 4 à 5 mois, les inscriptions se clôturent demain soir à minuit, dimanche soir à minuit, donc le lien est en description si vous voulez me rejoindre.